un type d'argument fallacieux très très utilisé en débat politique, c'est ce qu'on appelle l'attaque personnelle, les ad hominem. Du coup là, au lieu d'attaquer les arguments, les propositions de l'autre candidat, on attaque les candidats lui-même. Je pense que l'intelligence artificielle va nous simplifier beaucoup de tâches. Les problèmes, c'est que ça nous arrive souvent de ne pas avoir de la visibilité sur comment la décision de l'IA a été prise. Le contrôle humain doit toujours rester à la fin. Vous écoutez Intervalle, un podcast proposé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur qui part à la rencontre des chercheuses et des chercheurs. Bonjour Serena, je te remercie d'avoir accepté de prendre le temps de venir nous parler de tes recherches sur le podcast. Je te présente rapidement, tu t'appelles Serena Villata, tu es directrice de recherche CNRS en sciences de l'informatique et tu mènes tes recherches au laboratoire I3S, donc c'est le laboratoire d'informatique, signaux et systèmes de Sophia Antipolis. Aujourd'hui, tu es venu nous parler d'intelligence artificielle. C'est le sujet sur lequel tu travailles. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis une dizaine d'années. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet récent, l'intelligence artificielle ? Alors, c'est une excellente question. En effet, l'intelligence artificielle commence comme, discipline avec un séminaire qui avait été organisé au Dartmouth College en Angleterre et dans les années 50. Du coup, ça fait un moment qu'on parle d'intelligence artificielle. Pendant ce séminaire qui a été organisé par McCarthy, qui est l'un des pères de l'intelligence artificielle, on a des mathématiciens, des informaticiens, même si l'informatique n'était pas non plus vraiment une discipline à l'époque. On a des physiciens, des philosophes qui se rencontrent pour parler effectivement de cette nouvelle discipline. Et là, il trouve un nom pour cette discipline et l'appelle intelligence artificielle. Après là, on a eu un succès énorme de l'intelligence artificielle avec l'idée d'avoir ce qu'on appelait à l'époque les systèmes experts, par exemple. Et après, un moment que nous, on appelle l'hiver de l'IA, c'est-à-dire les espoirs étaient déçus, c'est-à-dire on avait des attentes énormes dans ces systèmes. Pourtant, ces systèmes, ils n'étaient pas encore si avancés. Et du coup, vu que les résultats n'étaient pas au niveau des attentes, en général, les grands publics, la presse, parce que les chercheurs, ils ont continué bien sûr à travailler sur ces sujets, ils ont un peu arrêté d'en parler. Et ils ont un peu dit, bon, hein, enfin, c'est pas possible, c'est un peu un échec scientifique. Et du coup, il y a pas longtemps, il y a 20 ans, c'était un sujet pas très populaire comme maintenant. Et maintenant, par contre, on parle partout d'IA. Pour préparer cet épisode, j'ai essayé de trouver une définition à l'intelligence artificielle. Alors j'ai commencé à essayer de définir le mot intelligence, et donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs définitions différentes. Si je regarde la définition que nous propose le Larousse, l'intelligence est définie comme une aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Donc si on se rapporte à cette définition, l'intelligence est définie du point de vue de l'humain, et ça en devient presque contradictoire de parler d'une intelligence qui serait artificielle. Est-ce que, Serena, tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle ? Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre de savoir complètement répondre. Je vais te donner des éléments de réponse plutôt. Alors déjà, comme tu l'as dit justement, on a plusieurs définitions d'intelligence. Déjà d'intelligence en général. Selon la discipline que tu prends, il y a une définition différente. En philosophie, tu en trouveras une, mais en sciences cognitives, une autre, et en psychologie, une autre encore, et ainsi de suite. En intelligence artificielle,
on a eu en particulier, pour répondre à ta question et voir surtout les liens avec l'intelligence humaine, deux écoles de pensée. D'une part, l'école des pensées qui disait les machines qui sont intelligentes sont celles qui ont un comportement rationnel, optimisé, d'un point de vue des comportements, mais aussi des façons de raisonner. Et du coup, ils arrivent à avoir des résultats, des meilleurs résultats par rapport aux humains. Du coup, c'est ça une intelligence artificielle, c'est-à-dire qui arrive à résoudre des tâches que même des humains ne pourraient pas résoudre. Par exemple, une machine, les exemples classiques, c'est les jeux d'échecs, où effectivement, l'une des premières IA, Deep Blue, avait gagné contre les champions du monde d'échecs Kasparov. Avec ces succès, disons, de l'IA, on a un exemple, effectivement, d'une IA qui arrive à jouer, entre guillemets, mieux qu'un humain. Comment il y arrive, comment ces IA y arrivent, c'est parce qu'ils ont une puissance de calcul qui est beaucoup plus importante que les humains. Ils peuvent parcourir ce que nous on appelle l'espace des états, c'est-à-dire on commence un jeu avec une situation, d'accord, les positions des pièces sur des chèques, et après il va explorer toutes les possibles actions qui peuvent être faites dans quelques millisecondes. Ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'humains, on ne pourra jamais faire. Du coup, ça c'est un exemple. Un autre exemple qui peut-être même plus parlante et les jeux des 8, du coup les petites pièces avec les chiffres qu'on doit ordonner de 1 jusqu'à 8. Quand on donne ça à un enfant ou même à un adulte, ça prend un moment de placer, de trouver quelle est la solution. Une IA va les faire vraiment en très peu de millisecondes, 400 millisecondes, il a la solution. Il sait toutes les actions qu'il peut faire. Du coup, ça, c'est une école. L'autre école de pensée dit vraiment ce qu'on peut dire une IA, une intelligence artificielle, doit reproduire les raisonnements et les comportements humains. Cette école de pensée, d'une certaine façon, a une vision de l'IA qui est beaucoup plus challenging, beaucoup plus compliquée, parce que tout d'abord, nous, on est tous différents. En tant qu'humains, c'est difficile de dire il faut faire comme les humains. Les humains, ils font souvent des choses très différentes face à la même situation. Du coup, déjà, quel humain? Il faut décider comment nous on décide. Et en plus, ça met en exergue aussi tous les aspects par rapport à la culture, par rapport à l'éducation, par rapport à des aspects qui nous caractérisent, nous, en tant qu'humains. Du coup, par exemple, si on revient à l'exemple des jeux d'échecs, une IA qui doit simuler les comportements humains, déjà, première chose, c'est pas sûr qu'elle va gagner, parce que nous, souvent, on perd. Et deuxièmement, va plutôt mettre en place des stratégies. Elle va suivre les stratégies proposées par les différents, par exemple, champions ou experts dans certains domaines. Dans une de tes conférences, tu citais cette phrase d'Albert Einstein qui dit « Les ordinateurs sont incroyablement rapides, précis et stupides. Les humains sont incroyablement lents, imprécis et brillants. Ensemble, ils sont puissants au-delà de l'imagination. » Et cette citation, justement, je trouve qu'elle illustre bien le fait que l'homme et la machine ont des intelligences complémentaires. Toi, Serena, tu travailles sur des algorithmes qui sont capables de traiter notre langage, ce que vous appelez le langage naturel. Donc ce que tu fais, c'est que tu développes des algorithmes qui sont capables d'analyser les textes qu'on leur donne à manger et qui sont capables de détecter les arguments. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionnent ces algorithmes ? Alors, justement, c'est un sujet de recherche très multidisciplinaire. Moi, je suis informaticienne, comme tu l'as dit. Mais après, bien sûr, si on veut travailler avec les langages,
on est censé effectivement se former au langage. Du coup, d'une certaine part, nous, on travaille aussi en collaboration avec les linguistes sur des problèmes spécifiques, avec les philosophes aussi, beaucoup, parce que comme nous, on traite surtout dans mon équipe la partie argument, tout ce qui est aussi façon d'argumenter rhétorique, ça touche la linguistique, mais aussi la philosophie, et la philosophie du langage en particulier. Du coup, c'est au croisement de ces trois disciplines que je travaille. Alors, l'idée est un peu de traiter les textes, comme tu l'as dit, prendre une phrase, par exemple, en langage naturel, et permettre, ça c'est l'idéal, c'est les rêves, permettre à la machine de comprendre les sens de cette phrase, la sémantique de cette phrase. Alors, comment on fait? On utilise des outils qu'on met en place, qui maintenant se basent beaucoup sur des réseaux de neurones, sur de l'apprentissage automatique. Après, je vais rentrer un peu dans les détails sur ça, mais en général, l'idée est d'avoir différents niveaux d'analyse, de traitement de ces textes. Du coup, on commence avec ce qui est l'analyse lexicale, c'est-à-dire les sens des mots, indépendamment les uns des autres. Après, on a une analyse syntaxique, c'est-à-dire les rôles que ces mots jouent dans la phrase. Effectivement, on peut voir que les mêmes mots peuvent jouer de différents rôles. Et là, ça change les sens de la phrase selon s'il est utilisé comme, je sais pas, un adjectif ou un nom, par exemple. Et après, on a les deux couches les plus compliquées, qui sont les niveaux sémantiques, c'est-à-dire les sens de la phrase, avec toutes ses composantes, et enfin la pragmatique, c'est-à-dire comment on peut comprendre les sens de la phrase par rapport au contexte où cette phrase est formulée. Et ça, c'est la partie qui est plus compliquée, d'une part parce que nous, souvent, on a des textes qu'on traite et souvent, il nous manque les contextes où ces textes ont été proposés. Du coup, ça, c'est la partie la plus compliquée. En général, ce qui pose difficulté avec les langages, juste pour souligner un peu la problématique, est l'ambiguïté. L'ambiguïté du langage, à tous ces niveaux, est très importante et c'est ça qui nous complique un peu la vie. En particulier, moi je travaille en argumentation, c'est-à-dire analyser les textes pour extraire les structures argumentatives sous-jacentes. Plus spécifiquement, par exemple, si je prends l'exemple un peu classique des débats en ligne ou les débats politiques, c'est sur ça ils se ressemblent. Par exemple, voir quand un argument est proposé et cet argument-là attaque un autre argument qui avait été proposé avant par quelqu'un d'autre. Du coup, identifier toutes ces structures pour pouvoir, d'une part, avoir un résumé un peu plus, informatif de ce qui s'est passé. Parfois, ces débats sont très longs. Parfois, identifier des éléments nocifs, par exemple, et aller creuser dans les sens de ces phrases-là. Tu as développé avec ton équipe un outil qui s'appelle Disputool, qui permet d'extraire des arguments des débats politiques. Alors l'outil en ligne, on peut tous s'en servir. Il nous permet de choisir des débats parmi ceux des élections présidentielles entre 1960 et 2016 et de mettre en évidence les arguments avancés par chaque candidat. Et d'ailleurs, on peut nous aussi s'amuser à mettre notre propre texte pour que les arguments soient mis en évidence. Est-ce que tu peux nous parler de cet outil et de son utilité ? Oui. Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'argumentation? Juste pour en deux mots. En général, quand on parle d'argumentation, on parle de la structure du discours. Et les éléments des bases ou les arguments de base sont les arguments qui sont composés en général par un certain nombre de ce qu'on appelle prémices ou preuves qui sont en soutien d'une certaine conclusion.
ça, c'est l'idéal, encore une fois. Après, quand on regarde, par exemple, les débats en ligne ou souvent les arguments proposés sur le web, souvent, c'est que des conclusions, ce qu'on appelle des claims, sans avoir beaucoup de preuves en support. L'idée de l'argumentation est de dire je fournis un discours composé par différents arguments bien structurés qui s'attaquent ou se supportent entre eux pour pouvoir développer l'esprit critique d'un utilisateur. Par exemple, ça peut être un utilisateur parce que je parle des outils numériques, mais par exemple, ça c'est écrire des essais argumentatifs. C'est une preuve qui, par exemple, est fait beaucoup dans les écoles aussi. Être capable de développer son propre argument. Moi, je suis en faveur d'une certaine proposition et je vais décortiquer toutes les raisons pour lesquelles je suis en faveur. Et du coup, je vais contrer les arguments contre cette proposition et je vais je vais m'appuyer sur les arguments qui sont pour cette proposition. Est-ce que les chercheurs peuvent s'emparer de cet outil pour les aider à analyser des grosses masses de données pour leur faire gagner du temps ? C'est exactement ça. Du coup, l'idée est vraiment de pouvoir fournir des outils automatiques. Encore une fois, je reviens à la phrase d'Albert Einstein qui t'a cité. L'idée est de se mettre ensemble. Du coup, de fournir des outils qui vont simplifier la vie des chercheurs, par exemple pour Disputool au début. Après, maintenant, ça a pris un ampleur un peu différent. Mais au début, l'idée était de supporter les chercheurs en sciences politiques, les historiens, à avoir une analyse qualitative et un peu plus, disons, dynamique de ces longs débats politiques, notamment là, les débats présidentiels aux États-Unis, pour pouvoir aussi interagir avec ces différents éléments, voir quand, par exemple, un politicien proposait un argument et après, il attaquait son propre argument avec une contradiction, disons. Ça, c'était l'objectif au début des Disputool, qui maintenant a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler sur une base de données issue des débats présidentiels américains ? Pourquoi cette base de données et pas une autre ? Alors, la réponse ne va pas être hyper intelligente, c'est très basique, c'est ceux qu'ils étaient disponibles. Les transcriptions de ces débats sont disponibles en ligne sur un site officiel. Du coup, ça c'est très bien pour nous parce que ça veut dire que la source des données est fiable. Du coup, on est sûr que les transcriptions sont les vraies transcriptions. Et on a surtout tous les débats. Du coup, ça nous donnait vraiment une perspective aussi temporelle qui était importante. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille maintenant, d'étudier l'évolution temporelle de la façon d'argumenter par les politiciens. Et il y a des différences remarquables. Il y a des différences entre les débats d'il y a 50-60 ans et les débats actuels ? Oui. Ouais. Du coup, par exemple, si on regarde, moi je prends les deux extrêmes, ouais. D'accord, pour expliquer. Si on prend les 1960, on a Nixon-Kennedy. On a que les arguments des deux candidats, en effet, ils sont vraiment ils sont détaillés, ils sont décortiqués, ils sont expliqués. Entre guillemets, il prend le temps de bien motiver, de bien justifier leur claim. Et après, on prend l'autre extrême, qui est Trump-Clinton. Et là, on le voit aussi vraiment dans les statistiques, on a que des claims, presque que des claims. Des grands claims, mais que des claims. Tu as publié un article avec les autres membres de ton équipe sur la détection et la classification des arguments fallacieux dans les débats politiques, où vous avez justement utilisé cette base de données issue des débats présidentiels américains entre 1960 et 2016, que vous avez enrichi avec les débats récents entre Trump et Biden. Avant que l'on s'enfonce plus profondément dans cet article, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un argument fallacieux et nous donner des exemples ? Alors, pour nous, ça a été un peu
entre guillemets, comment dire, c'était l'objectif initial de tous ces travaux sur, sur l'argumentation dans les débats politiques, qui commence en effet avec une doctorante qui a terminé il y a quelques années, qui s'appelle Shorey Adadan. Elle a commencé les travaux sur les arguments fallacieux. Et après, maintenant, c'est Pierpaolo qui a pris les relais avec une nouvelle thèse à ce sujet. Et l'idée était de dire... C'est bien de pouvoir détecter quand il y a par exemple une contradiction, comme je disais, d'un politicien qui tout d'abord soutient un argument et après il l'attaque. En même temps, il y a des arguments, des structures argumentatives très spécifiques qui s'appellent arguments fallacieux, où le but n'est pas de donner des informations fausses. Du coup, il y a une certaine différence avec les fake news. Mais l'idée est de proposer d'une façon, entre guillemets, rhétorique, l'argument pour tromper le public. Du coup, les faits ne changent pas, mais la façon de structurer l'argument fait en sorte que les publics, disons, adhèrent mieux au point de vue de la personne qui parle. Du coup, par exemple, je donne juste quelques exemples. Un type d'argument fallacieux très, très utilisé en débat politique, c'est ce qu'on appelle l'attaque personnelle, les ad hominem. Du coup, là, au lieu d'attaquer les arguments, les propositions de l'autre candidat, on attaque les candidats lui-même. Du coup, par exemple, Trump attaque beaucoup Bill Clinton, qui n'est pas lui-même les candidats adversaires. Un autre type d'argument fallacieux qui est aussi très subtil, c'est ce qu'on appelle appeal to emotion, c'est-à-dire les arguments empathiques. Et là, c'est très subtil parce que l'idée est vraiment de déclencher de l'empathie dans les publics qui, quand on ressent ça, est beaucoup plus, comment dire, ouvert, beaucoup plus dans l'acceptation, beaucoup plus prêt à adhérer à un point de vue. Du coup, les politiciens utilisent souvent ils racontent des petites histoires, des gens communs qui ont eu, je ne sais pas, des problèmes de santé ou des situations qui génèrent l'empathie. Et après, ce qu'il est dit après, il est beaucoup plus accepté que dans un contexte plus, disons, rigoureux des discussions. Enfin, le dernier exemple d'argument fallacieux qui est beaucoup, beaucoup utilisé, c'est l'argument qu'on appelle appeal to authority, du coup l'utilisation de l'autorité. Dire, moi je suis un expert à ce sujet, donc je vous dis ça, et si moi je le dis, ça doit être vrai. Et l'effet de mettre en avant son propre expertise, sa compétence, ça joue un rôle important dans l'acceptation des personnes. Oui, apprendre à reconnaître les arguments fallacieux, c'est le premier pas pour apprendre à s'en prémunir. Là, est-ce que les algorithmes sur lesquels vous travaillez peuvent déjà être utilisés par la population ? Alors, ces algorithmes sont mis en place, par exemple, dans Disputul aussi. Du coup, en général, tout le monde peut les utiliser. On ne travaille pas encore sur du temps réel, c'est-à-dire, nous, on travaille sur les transcriptions textuelles. Mais l'idée est que nous, on travaille avec des algorithmes d'apprentissage automatique supervisés. C'est-à-dire, la difficulté est d'abord d'avoir des jeux de données à noter manuellement avec les arguments fallacieux. Nous, par exemple, on est intéressé à 6 types d'arguments fallacieux, dont les 3 que j'ai mentionnés. Et on a fait une annotation à la main avec des annotateurs qui ont été recrutés vraiment pour mener cette tâche. On a du coup collecté un énorme jeu de données à noter qu'on a donné à l'algorithme pour qu'il puisse apprendre à reconnaître ces types d'arguments fallacieux. Et ça, c'est la tâche centrale.
la création du jeu de données, qui est une tâche d'une certaine façon pas hyper passionnante, surtout par exemple pour les doctorants en informatique, mais qui a une importance vitale, centrale, parce que si le jeu de données est bien calibré, la machine peut vraiment apprendre bien comment classifier les arguments. Alors l'idée est de prendre ces données, ces données annotées, les donner à l'algorithme. L'algorithme, il apprend à détecter les 6 classes, dans notre cas, d'arguments fallacieux. Et après, on lui donne des données sur lesquelles on a enlevé les annotations et on lui dit, alors montre-moi qu'est-ce que tu as appris. Et lui, il va tout seul dire, cette phrase-là, c'est un argument, par exemple, en attaque personnelle, en ad hominem, et ainsi de suite. Et nous, après, on vérifie, en gros, s'il a eu raison ou tort. Et on évalue. Nous, par exemple, on obtient des résultats qui sont assez satisfaisants par rapport à la difficulté de la tâche dans la détection automatique de ces types de structures dans les textes. On comprend bien l'enjeu de société derrière ces recherches pour que l'historien puisse avoir un avis critique sur ce qu'il lise et entende. Et d'ailleurs, tu travailles également sur des algorithmes capables de détecter les fake news. Donc comme tu le disais tout à l'heure, fake news et arguments fallacieux, c'est pas la même chose. Derrière la fake news, il y a vraiment la volonté de tromper et duper. Est-ce que tu peux nous parler de ces algorithmes capables de détecter les fake news ? Oui. Alors, nous, on travaille, notre travail à propos des détections des fake news est toujours lié à l'argumentation, c'est-à-dire notre assumption qu'après on a pu effectivement prouver avec une méthode scientifique, et de dire juste, ça par contre il y a des études en sciences cognitives qui montrent que juste pointer les doigts et dire celle-là est une fake news, c'est pas très utile. C'est-à-dire, sur le web, il y avait beaucoup d'outils de modération de la désinformation en ligne. Outils qu'est-ce qu'ils font? En gros, ils identifient des éléments potentiels de désinformation et il y a deux alternatives. Soit ils suppriment vraiment l'information avec toutes les problématiques liées à la liberté d'expression et ainsi de suite. Ou il met, je ne sais pas, un petit disclaimer qui dit attention, cette information n'est pas vérifiée ou elle pourrait être de la désinformation. C'est qu'il a été prouvé, surtout pendant la période de la Covid, où tout le monde était enfermé et du coup, tout le monde était en gros à la recherche d'informations vraies. Et idéalement en ligne, c'était que juste dire que l'information c'est une fake news, les personnes n'y croient pas forcément, même si comment dire, l'institution qui dit ça c'est une fake news est une institution fiable et officielle. Du coup, l'idée est de générer ce qu'on appelle des contre-argumentations, un contre-discours, pour lutter contre la diffusion de ces informations. Et notamment, quand on parle de contre-discours, on parle de contre-arguments. Du coup, l'idée, pour nous, a été de collecter, générer un jeu de données, encore une fois, c'était toute la partie manuelle d'abord, parce que les algorithmes sont, dans ces cas-là aussi, des algorithmes d'apprentissage supervisé. Du coup, l'idée était de prendre des fake news, mais d'y associer toutes les contre-discours qui avaient été faits et écrits par les fact-checkers au moment où ils ont dit « celle-là est une fake news ». Du coup, mettre ces arguments en support de la tâche de détection de la désinformation en ligne permet d'améliorer beaucoup les performances de nos outils numériques. C'est-à-dire, on peut déjà mieux détecter les désinformations en ligne et en plus, on est capable non seulement de mieux la détecter, mais quand on la détecte, aussi de dire « alors là, on l'a détectée et en plus, je t'explique pourquoi c'est une fake news ». Je ne te dis pas juste c'est une fake news
accepte ces jugements. Lorsqu'on entend parler d'algorithmes capables de détecter les fake news, il y a des personnes qui pourraient s'inquiéter que les algorithmes puissent les censurer à tort en commettant des erreurs, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu aurais à répondre à cette remarque? Alors là, c'est une question épineuse. L'idée, pour moi, est tout d'abord, il y a deux choses. Un IA, dernièrement, avec tous ces outils d'apprentissage automatique, notamment tout ce qui relève des réseaux de neurones, avec des couches multiples et des architectures très hétérogènes, pour arriver enfin maintenant à l'IA générative, les problèmes, c'est que ça nous arrive souvent de ne pas avoir de la visibilité sur comment la décision de l'IA a été prise. C'est-à-dire, comme décision, je pense aussi à des éléments, comment dire, des décisions très simples. Moi, je lui donne 5 arguments et l'IA me dit le troisième est un argument fallacieux. D'accord? Alors, vrai ou pas vrai, indépendamment de ça, moi, je ne sais pas comment l'IA est arrivée à cette conclusion. Du coup, il y a toute une vague en intelligence artificielle qui s'appelle Explainable AI, du coup, IA explicable et fiable, qui vraiment souligne la nécessité de développer des algorithmes qui soient explicables. Le problème est toujours d'avoir d'arriver à avoir des bons résultats, des bonnes performances, parce qu'après, si la tâche est mal faite, c'est pas bon non plus, mais en même temps, de savoir expliquer comment on est arrivé à un certain résultat. Surtout dans des applications un peu sensibles. C'est pas que les applications sur lesquelles je travaille sont pas importantes, mais si on pense aux applications genre en médecine ou en droit, l'impact est énorme. Du coup, il faut vraiment faire attention. Du coup, pour moi, l'idée est toujours d'avoir des IA qui collaborent, entre guillemets, avec les humains, qui sont capables de simplifier des tâches, de faire des tâches, mais mieux que les humains, d'enlever des tâches qui sont répétitives, pas enrichissantes pour les humains, et s'en occuper, c'est ça l'objectif. Mais en même temps, les contrôles humains doivent toujours rester à la fin. Oui, finalement, on en revient un peu toujours à la citation d'Einstein, où l'humain et l'intelligence artificielle doivent collaborer. Et forcément, l'humain a des capacités en termes de prise de recul, d'esprit critique que peut-être l'IA n'a pas. Et donc, c'est vraiment une collaboration, en fait. Oui, c'est parce que un exemple que je trouve toujours éclairant est l'exemple d'IBM Watson. Watson était un système qui avait été développé il y a une dizaine d'années, plus ou moins, un système de questions-réponses. Du coup, un système où on lui posait une question, pas comme Google, pas un système de recherche d'informations, mais vraiment, on lui posait une question et lui, il donnait vraiment la réponse, pas les documents qui répondent à la question, mais la réponse. Proposé par IBM, grand succès. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Watson, il a participé à un jeu à la télé, un quiz à la télé qui s'appelle Jeopardy. Et c'était Watson et les deux champions de jeu qu'ils avaient gagné déjà à la précédente édition. Il joue, il a accès à sa base de données et il gagne. D'accord? Du coup, bien sûr, la presse, IBM d'une part, mais la presse aussi en général, vraiment a beaucoup souligné ses succès. Et quelques jours après, un professeur de philosophie qui s'appelle John Searle écrit un article sur le Wall Street Journal qui était très intéressant, où il dit effectivement, Watson, c'est un algorithme, un outil informatique qui marche très bien, mais de là à dire que c'est une intelligence, non, parce que Watson, il n'est pas conscient d'avoir joué à un jeu, il n'est pas conscient d'avoir donné les bonnes réponses, et il ne sait pas d'avoir gagné.
Et c'est pas, du coup, vraiment, les points clés est vraiment la conscience. Et ça, c'est quelque chose, c'est que les humains qui l'ont. Alors je voudrais qu'on garde un peu de temps pour étendre le sujet parce que je sais que les algorithmes sur lesquels tu travailles vont au-delà de la détection des fake news et des arguments fallacieux. Est-ce que tu peux nous parler des différents domaines d'application qu'on n'a pas encore mentionnés des algorithmes sur lesquels tu travailles? Oui. Alors, justement, je commence avec la médecine. Je travaille aussi sur la génération automatique d'arguments explicatifs pour les diagnostics. Alors, l'idée pour nous n'est pas, encore une fois, de se substituer au médecin et faire et dire effectivement qu'est-ce qu'il faut faire, prendre vraiment une décision. Mais pour nous, l'idée est plutôt dans les buts de l'éducation, de la formation. Du coup, comment former les étudiants en médecine à bien expliquer leur diagnostic. Nous, on donne au système, par exemple, un certain nombre de descriptions du cas, d'accord, cas clinique. On donne tous les informations. Il va extraire automatiquement ce qui sont les symptômes, par exemple, les effets secondaires, ainsi de suite. Et grâce aux données qu'on a collectées et annotées, il va trouver quelles sont les bonnes réponses, du coup, quels sont les diagnostics les plus probables. Et il sait aussi expliquer pourquoi. Du coup, l'idée est de mettre ces outils au service des étudiants en médecine pour que quand ils ont ce type d'épreuves à l'université, du coup, un cas clinique et 3 à 4 possibles diagnostics alternatifs entre lesquels ils doivent choisir, l'idée est qu'ils doivent choisir un diagnostic, mais aussi savoir effectivement expliquer pourquoi. Du coup, les systèmes les aident à améliorer cette capacité. J'ai travaillé aussi beaucoup, en effet, dans le domaine du droit, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et les droits, et notamment avec l'extraction d'arguments dans les cas juridiques. En particulier, j'ai travaillé avec la Cour européenne, les données de la Cour européenne du droit de l'homme, pour extraire comment une certaine, disons, délibéré du juge étaient argumentés et quels étaient les éléments en support ou quels étaient les éléments, entre guillemets, contre proposés dans les cas juridiques. Et enfin, les derniers sujets sur lesquels je travaille, c'est la détection de la haine en ligne. Et du coup, comment détecter la haine en ligne, surtout la haine qui est implicite et subtile, parce que c'est, entre guillemets, facile de détecter des insultes ou des phrases explicitement, par exemple, racistes ou homophobes ou misogynes. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile quand la haine est exprimée sous la forme de phrases qui ne contiennent pas de gros mots, pas d'insultes, pas de mots haineux, mais qui pourtant ils ont une intention très haineuse dans les propos. Alors je sais que pour récolter des données sur le langage utilisé pour harceler, vous travaillez également avec des scolaires, puisque la langue évolue très vite et les scolaires sont en première ligne de ces évolutions. Est-ce que tu peux nous parler du travail que vous faites avec les scolaires pour lutter contre le harcèlement en ligne? Oui, alors là, effectivement, oui, les langages évoluent très vite. Alors ça a été une bonne école pour moi, déjà, parce que alors, l'idée pour nous, c'était surtout pour les Français, parce qu'on avait commencé à travailler sur l'anglais. Mais après, bien sûr, on travaille en France. C'était dommage de ne pas travailler sur les Français. Mais comme nous, on travaille toujours avec des outils d'apprentissage automatique supervisés, il nous manquait les jeux de données. Et collecter des arguments haineux en français, c'est très compliqué parce qu'il n'y en avait pas. Et fouiller les réseaux sociaux pour en trouver, c'est pas évident. Parce que heureusement, la haine en ligne est quand même un pourcentage très petit de tous les messages qui sont échangés chaque jour sur les réseaux sociaux. Du coup, on a mis en place des scénarios grâce à une sociologue, Catherine Baya, de l'université Côte d'Azur, qui permet
d'aller dans les écoles où on commence avec une petite présentation sur l'IA, comment on peut être utilisé pour détecter la haine en ligne. Et après, on fait jouer un jeu de rôle aux étudiants. Du coup, c'est un jeu de rôle qui joue sur une plateforme des débats en ligne que nous, on met en place, fermé. Eux, ils ont un mot de passe pour y accéder. Il y a dans ces cas d'usage une victime qui est toujours quelqu'un dans notre labo, bien sûr, pour ne pas mettre les scolaires dans une situation compliquée. Et après, on a l'harceleur, l'ami de l'harceleur, l'ami de la victime. Du coup, chacun joue un rôle différent. Et ça marche très bien. Ils rentrent vraiment dans les rôles. On était plutôt surpris parce qu'au début, on se disait peut-être ils se sentent un peu, gênés par la présence des professeurs quand même dans la salle et tout, mais non. Et du coup, là, ils jouent vraiment bien les rôles et ça nous a permis de collecter les données en français, justement pour les différents scénarios qui peuvent être misogynie, racisme et ainsi de suite. Alors avant de terminer cet épisode, il y a une dernière question que j'aimerais te poser, une question difficile, mais que je ne peux pas ne pas te poser, sachant que tu fais de la recherche en intelligence artificielle. J'aimerais te demander comment tu penses que l'intelligence artificielle va impacter notre quotidien dans les décennies à venir. Alors, question très difficile en effet. Alors, je ne sais pas comment ça va impacter. Je suis sûre que ça va beaucoup impacter, ce qui n'est pas forcément une chose négative. Alors, moi, je suis informaticienne. Je ne suis pas ni contre la technologie, ni bien sûr contre l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle va nous simplifier beaucoup de tâches et ça va nous être très utile sur l'amélioration de certaines tâches. Par exemple, je donne toujours un exemple parce que souvent, il me pose cette question aussi d'une façon genre est-ce qu'il y a va par exemple enlever des emplois, d'accord, est-ce que ça va impacter d'une façon négative de ce type-là? Alors pas forcément, mais d'une certaine façon même dans la révolution industrielle, après certains emplois ils ont changé et certains ils sont disparus, mais d'autres sont apparus et certains ont simplement évolué. Du coup, je ne vois pas un impact négatif sur ça. L'IA, par exemple, peut faire de la modération en ligne, qui est une tâche pas très enrichissante pour les humains. C'est-à-dire, les grandes plateformes, elles recrutent des modérateurs humains qui passent leur journée, pour un salaire pas exceptionnel, à regarder des messages haineux, des insultes. Parfois, ils sont vraiment très forts comme message, toute la journée. Alors, si on peut, demander à une IA de faire les tris d'abord et après laisser sur des cas un peu plus compliqués où l'IA n'a pas un avis tranché, on demandera l'avis humain. Mais déjà là, ça va beaucoup simplifier la vie et va enlever une tâche qui est vraiment répétitive et vraiment pas enrichissante. Au même temps, je ne suis pas complètement naïf non plus, et je sais que l'impact de l'IA sera important, et comme toutes les technologies d'une certaine façon, il faudra veiller à que ce soit utilisé d'une façon bienveillante. Et je pense, je pense que bien sûr, d'une part déjà on voit que les droits évoluent par rapport à ça, avec l'AI Act qui a été voté il y a quelques semaines. Mais d'autre part, je pense qu'un point fondamental est vraiment vraiment la partie éducation des citoyens, des utilisateurs par rapport à ces outils. C'est pas, prohibir ces outils, dire on les utilise pas, ils sont néfastes, c'est pas ça. Mais c'est donner tous les moyens pour que les gens savent la puissance de ces outils. C'est un peu comme la voiture, on a un permis de conduire.
Les voitures, elles sont dangereuses? Ben oui, parce qu'on peut écraser des piétons, par exemple, c'est très dangereux. Mais en même temps, c'est pas qu'on les utilise pas. On les utilise, mais on demande aux gens qui conduisent d'avoir un permis de conduire. Du coup, pour les outils de l'IA, il faut que les citoyens soient formés et qu'ils sachent la puissance de ces outils et aussi les limites de ces outils. Par exemple, pour l'IA générative, on doit être conscient qu'elles sont très puissantes. Elles sont capables de générer des textes magnifiques en changeant les genres, la façon de s'exprimer. Ça, c'est vraiment étonnant. D'autre part, ils n'ont pas toute la vérité dans leur monde. Du coup, ils peuvent aussi donner des informations fausses. C'est pas fait explicitement, c'est pas fait exprès, mais ça peut arriver. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et c'est pas l'outil qui est mauvais, c'est l'utilisation de l'outil qui est bonne ou mauvaise. Exactement. Bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous toutes tes recherches. J'aurais sûrement d'autres questions à te poser, mais pour pas faire un épisode de 6 heures, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour l'invitation. Intervalle, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode où un chercheur ou une chercheuse d'Université Côte d'Azur viendra partager avec nous ses sujets de recherche. Intervalle est un podcast produit et proposé par le service Sciences et Sociétés d'Université Côte d'Azur.